Dans cette deuxième partie, je vais vous parler du diagnostic, des tests diagnostiques, comment on fait le diagnostic de cette affection et comment traiter. Comment fait-on le diagnostic? Le diagnostic se fait par l'intermédiaire de tests, deux grands groupes de tests. Il y a ce qu'on appelle les tests invasifs et les tests non invasifs. Les tests invasifs nécessitent d'abord la prise de prélèvement au niveau de l'estomac. Donc ça nécessite d'abord un examen, ça s'appelle une gastroscopie. Et lors de cet examen, on prélève un échantillon au niveau de l'estomac et ça permet de faire ce qu'on appelle d'abord un test rapide à l'urée, donc à travers cet échantillon mis en contact avec une solution contenant de l'urée, et cela permet de faire le diagnostic et donc de traiter immédiatement. C'est un test diagnostique mais qui a une faible sensibilité. On peut envoyer ce prélèvement au laboratoire pour faire ce qu'on appelle de l'histologie. Ça permet de faire un bilan lésionnel, savoir quels sont les types de lésions. Il faut au minimum 5 biopsies pour augmenter la rentabilité, en tout cas de la détection. Et ça permet donc de faire le diagnostic de la bactérie. Il faut éviter de prendre des antibiotiques au moins un mois avant pour éviter les faux négatifs et ne pas prendre des antisécrétoires ou des inhibiteurs de la pompe à protons, en tout cas des médicaments antiacides, pour éviter les faux négatifs. Et ça, 15 jours avant ce test. Le troisième test invasif, c'est ce qu'on appelle la culture. Donc, ce prélèvement est envoyé au laboratoire qui fait le diagnostic de l'affection et qui permet d'avoir un antibiogramme qui pourrait, dans un second temps, orienter le diagnostic. L'autre test, c'est ce qu'on appelle l'amplification génétique, c'est-à-dire la PCR, polymérase chain reaction. Sur ce prélèvement, on peut faire de l'amplification génétique. Ça permet non seulement de faire le diagnostic, mais ça permet d'avoir aussi un antibiogramme, donc ça peut remplacer la culture, et ça permet de détecter des anomalies, particulièrement en ce qui concerne les résistances. En ce qui concerne les tests non invasifs, donc pas besoin de faire l'endoscopie, on peut utiliser ce qu'on appelle le bref test à l'urée, c'est-à-dire le test respiratoire à l'urée. Donc ce test est basé sur le principe qu'en faisant avaler une solution contenant de l'urée marquée au patient, cette solution est transformée par la bactérie par le biais de cette enzyme dont j'ai parlé qui s'appelle l'uréase, en ammoniac et en bicarbonate. Tout cela est absorbé dans le sang et éliminé par voie respiratoire. Et donc, en recueillant le souffle, en tout cas cette solution, qui sera analysée par un spectrophotomètre, on permet de faire le diagnostic de façon indirecte de la présence ou de l'absence de l'infection. Ce test est très intéressant pour contrôler l'éradication de la bactérie, mais ça permet aussi de faire le diagnostic. On peut rechercher aussi la bactérie en analysant les selles, en prenant les selles et en recherchant les antigènes de la bactérie dans les selles. Ce test est très intéressant, essentiellement pour contrôler l'éradication de l'affection. Mais tout ceci doit se faire en l'absence de la prise d'antibiotiques au moins un mois avant, comme je l'ai dit, et les inhibiteurs de la pompe à protons antisécrétoires au moins 15 jours avant pour éviter les faux négatifs. L'autre test non invasif, c'est la sérologie. Le problème de la sérologie, c'est on ne peut pas dire qu'on ne peut pas détecter l'infection active parce que cette sérologie met du temps à s'annuler. Donc, même après éradication, cette sérologie peut être tout à fait positive. Par contre, ça a de l'intérêt pour les études épidémiologiques, ça a de l'intérêt chez les patients qui ont pris des antibiotiques ou des inhibiteurs de la pompe à protons. Ça a de l'intérêt dans certaines circonstances où les autres tests sont pris par défaut, comme l'hémorragie digestive, comme par exemple dans l'atrophie, comme dans le lymphome du Malte. Donc ce test peut avoir aussi son intérêt. Le dernier test non invasif, c'est qui est encore en cours de validation, qui n'est pas retenu dans certains consensus, c'est l'analyse des selles en faisant de l'amplification génétique sur les selles. Et donc on peut aussi mettre en évidence la bactérie. Donc voilà, grosso modo, comment faire le diagnostic de la bactérie par le biais des tests invasifs et par le biais des tests non invasifs avec des indications bien précises pour le diagnostic ou bien pour évaluer l'éradication de la bactérie. Alors, le point suivant dont je voulais vous parler, c'est cette bactérie va être à l'origine de toute une série de symptômes, mais tout le monde ne peut pas être traité, comme je l'ai dit tantôt. Près de 80% des patients restent tout à fait asymptomatiques. Mais la question qui se pose, c'est de savoir qui traiter.
Depuis la découverte de cette bactérie, le traitement de cette affection a fait l'objet de plusieurs consensus de par le monde, que ce soit en Amérique, le consensus asiatique, le consensus européen et des consensus, disons, des recommandations locales qui ont permis de dégager un certain nombre de recommandations. Le plus important, c'est le consensus européen qui se nourrit des consensus faits de par le monde, qu'on appelle Maastricht. Maastricht, parce que la première réunion s'est tenue à Maastricht en 97, la deuxième réunion Maastricht 2 en 2000, la troisième réunion Maastricht 3 en 2005 et la quatrième réunion s'est tenue à Florence, c'est pour ça qu'on l'appelle Maastricht 4 Florence, et dont les recommandations ont été publiées en 2012 dans un journal qui s'appelle Goethe et qui donne vraiment des recommandations qui peuvent être adaptées, en tout cas d'une région à une autre. Et donc on retiendra de cet article d'abord que la première recommandation c'est l'ulcère gastrique. Quelqu'un qui est porteur de cette bactérie qui a l'ulcère gastrique doit faire l'objet d'un traitement parce que non seulement ça permet de cicatriser la lésion, l'ulcère gastro-duodénal évidemment, l'ulcère peptique. Donc le traitement va permettre de cicatriser la lésion, mais ça permet de prévenir les récidives. Donc ça c'est la première indication. Alors l'indication de traitement, c'est l'autre indication de traitement, c'est la dyspepsie, qui a fait l'objet de plusieurs discussions. La dyspepsie, le traitement de l'hélicobactère pylori chez les patients dyspeptiques n'est conseillé que dans des régions où il y a une forte prévalence de l'infection à l'hélicobactère pylori. Certains ont dit 20%, mais aujourd'hui on retient plus de 50% de la prévalence, sans facteur de risque ulcérogène ou cancérogène. Et là, on peut appliquer ce qu'on appelle le test and treat, c'est-à-dire que tester le patient et traiter. Et là, les tests qui sont tout à fait conseillés, le premier, c'est le bref test à l'urée ou bien le test respiratoire à l'urée qui permet de mettre en évidence l'infection et donc de traiter et d'appliquer un traitement probabiliste. On peut utiliser, lorsqu'on n'a pas le bref test à l'urée, la recherche des antigènes dans les selles et qui permet aussi de mettre en évidence la bactérie et donc de traiter. Les patients dyspeptiques doivent être traités s'ils sont vraiment, je le répète, en zone de prévalence de l'infection à Helicobacter pylori élevée. Sinon, dans le cas contraire, ce n'est pas coût-bénéfice et dans ce cas, ces patients peuvent être traités par des antisécrétoires et si, en cas d'inefficacité, ces patients peuvent être explorés. Mais par contre, lorsqu'on a des signes d'alarme, c'est-à-dire maigrissement, anémie ou d'autres symptômes, ou des patients qui ont plus de 45 ans, ce test n'est pas conseillé. Il faut par contre explorer le patient. L'autre indication qui a fait l'objet des discussions, c'est le reflux gastro-œsophagien. Évidemment, les études, contrairement à ce qui avait été dit dans d'autres consensus, les études montrent qu'il n'y a aucune association entre l'éradication de l'infection à l'Helicobacter pylori et le développement de nouveaux cas de reflux dans la population des patients, dyspeptiques. Donc, le patient refluxeur ne fait pas l'objet de traitement, ne doit pas faire l'objet de traitement pour éradiquer l'infection à Helicobacter pylori. Les patients qui prennent des antisécrétoires, des inhibiteurs de la pompe à protons au long cours, on sait que ce sont des médicaments qui peuvent à la longue générer de l'atrophie gastrique et donc ici, les patients qui prennent des inhibiteurs de la pompe à protons doivent être testés pour détecter la bactérie et donc éradiquer l'infection pour éviter l'aggravation de l'atrophie. Les patients qui prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent être testés et traités. Lorsqu'on initialise le traitement ou alors lorsque ces patients prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours ou les patients qui prennent de l'aspirine à faible dose, tous ces patients doivent être testés et traités pour éviter, parce que ce sont des facteurs ulcérogènes. L'autre indication, c'est le lymphome du Malte. Le lymphome du Malte, c'est un cancer, c'est un lymphome assez spécial qui touche essentiellement les muqueuses. Et ce lymphome peut être traité
par l'éradication simple de la bactérie, surtout lorsque le lymphome est au stade 1 de la classification d'un arbore, c'est-à-dire où le lymphome n'atteint que la partie superficielle de la muqueuse, et surtout lorsqu'il n'y a pas d'anomalie génétique, parce que quand il y a des anomalies génétiques de type translocation 11-18, tout ça, ça reste tout à fait complexe, le traitement médicamenteux ne marche pas très bien. Donc, stade superficiel, absence de translocation, le traitement d'éradication seul suffit à guérir l'affection. En ce qui concerne les manifestations extradigestives, parce que la bactérie a été aussi associée à certaines manifestations extradigestives, comme le purpura thrombopénique, là, il y a intérêt à traiter la bactérie pour obtenir la guérison de la bactérie. L'anémie fériprive sans cause retenue peut faire l'objet d'un traitement d'éradication pour améliorer cette anémie. Les autres affections ne sont pas retenues comme étant des indications formelles de l'éradication Helicobacter pylori. Donc la carence martiale, j'ai dit, le déficit en vitamine B12 fait l'objet du traitement. La prévention du cancer, là c'est le dernier chapitre, c'est-à-dire que les patients à risque élevé de cancer, ce sont les apparentés du premier degré des malades ayant un cancer. Ce sont les lésions prénéoplasiques comme l'atrophie. Ce sont des patients qui ont une résection de cancer gastrique. Ce sont les gens qui prennent des inhibiteurs de la pompe à protons au long cours. Ce sont les malades appartenant à une famille ayant des cancers coliques héréditaires comme le syndrome de Lynch ou les malades originaires des régions à forte incidence de cancer gastrique comme en Asie, en Amérique du Sud.